أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, comme je l'ai dit précédemment, le sujet de ce soir, c'est se préparer à la vie à deux. Donc, comme je l'ai dit, j'avais parlé du couple parental, du couple conjugal. Mais voilà, les problèmes qui persistent dans les couples actuellement, c'est vraiment à la base le fait de ne pas avoir fait les bons choix parce qu'on ne sait pas comment faire les bons choix aussi. Donc, Tout à voilà. fait. Alors, Donc, pour commencer, j'aimerais te présenter. Donc, je vais te présenter. Donc, Zina Hamzaoui, qui habite en Belgique. Elle est sage-femme. Tu es sexologue aussi. T'accompagnes les mamans aussi dans certaines difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Et j'ai suivi ton travail et tu fais un travail formidable. Et c'est ce dont on a vraiment, vraiment besoin. Et tu fais aussi, tu co-animes avec le frère Oussama Jamal. Voilà, des séminaires sur le mariage. Tout à fait. Et vraiment du très, 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 très grande qualité. D'ailleurs, il va y en avoir un ce week-end. Auquel à Bruxelles. Il faut vraiment, vraiment, vraiment. Quand on a une occasion comme ça d'avoir des personnes compétentes, professionnelles, qui sont sur le terrain et qui connaissent très bien le sujet, franchement, il faut vraiment pas hésiter. Si c'était pas en Belgique, je serais venue avec grand plaisir assister à ton séminaire. Mais ce n'est que partie remise, Inch'Allah. Inch'Allah, on va venir, nous, vous voir dans le sud. En tout cas, marhaba bik. Allah yakhallik. Donc effectivement, c'est un travail, on va dire, sur plusieurs plans. Donc tout l'accompagnement lié à la grossesse, au postpartum, donc après l'accouchement, et tout ce travail qu'on fait déjà en amont avec la préparation au mariage. Parce que effectivement, on a vu qu'il y avait énormément de difficultés rencontrées chez les couples mariés, très jeunes couples ou couples, on va dire, avec beaucoup plus d'années d'expérience. Et finalement, il y a plein d'histoires qui se répètent, plein d'histoires qui se ressemblent. Et on va voir qu'il y a un grand travail à faire en amont. Alors moi, j'aime bien dire que j'ai eu l'opportunité de me former au mariage avant de me marier. Donc effectivement, je suis sage-femme, sexologue clinicienne et thérapeute de couple. Et j'ai eu l'opportunité de me former au niveau du couple avant de me marier. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait la vie à deux, ce à quoi il fallait faire attention, quelles sont les choses que je devais, on va dire, sur lesquelles je devais fermer les yeux et au contraire les autres auxquelles je devais vraiment ne pas laisser passer. Donc le fait d'avoir fait ce travail-là avant de me marier, ça m'a permis d'arriver, on va dire, dans la vie à deux, pas, on va dire, équipée comme si j'allais à la guerre, non, au contraire, avec des bagages pour passer, on va dire, un voyage le plus serein possible. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de problème, parce qu'aussi il y a cette idéalisation de le couple instagrammable qui va super bien, qui a aucune difficulté, parce qu'on est thérapeute, on gère tout. C'est pas vrai, mais on va dire on traverse ces étapes-là avec plus de facilité. On les voit venir et du coup ces périodes de crise passent beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment tout l'intérêt des week-ends de préparation au mariage qu'on voit, on va dire, à travers d'autres pays, notamment en Malaisie, où les jeunes avant ou les moins jeunes avant de se marier passent comme un permis de mariage, on va dire, afin de, on va dire, de commencer la vie à deux plus serein. Donc, je sais que toi, de ton côté, Daïla, tu fais pas mal d'accompagnement aussi avec les femmes, on va dire dans leur vie de femme, d'épouse, de mère. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, on va voir j'ai une patiente il y a quelques jours qui m'a dit, j'ai fait une erreur de casting. Donc, on va dire avant de se marier, l'homme avec qui elle faisait connaissance, il y avait déjà des signes qui montraient que ça n'irait pas ensemble, mais elle s'est, on va dire, obstinée à se marier avec lui parce que elle voulait fuir une certaine misère familiale, on va dire une misère émotionnelle on va dire dans le foyer où elle était avec ses parents, ses frères et sœurs. Donc c'était pas la bonne raison aussi de se marier, malheureusement. Et puis voilà, la suite était logique. Il y a eu difficulté sur difficulté, énormément de conflits non résolus, et du coup voilà, ça a donné lieu à un divorce. Je pense qu'on l'a assez dit. C'est pas un échec en soi, c'est pas la fin du monde s'il y a un divorce, mais avant d'arriver à cette étape-là, il y a tout un travail à faire déjà avant même de se marier.
Et même quand on est marié, faut pas hésiter à aller toquer à la porte de professionnels, que ce soit déjà rien que votre médecin généraliste, une psychologue, une thérapeute, une sexologue, des gens vraiment qui sont compétents, qui sont sur le terrain et qui peuvent vous accompagner. Et pourquoi pas, on va dire pourquoi pas trouver des solutions pour rester marié avec bonheur, plaisir et envie. Parce que c'est pas une fin en soi de rester marié, parce qu'aujourd'hui on voit aussi beaucoup d'engouement autour de se marier à tout prix, se marier aussi on va dire en mettant beaucoup l'accent sur la fête du mariage, où là les gens vont mettre des fois 1 an, même 2 ans à se préparer pour cette fameuse soirée de mariage, sans pour autant préparer l'après. Donc je sais pas si toi tu veux justement dire des choses ce soir sur l'importance de la préparation au mariage. Alors moi en tout cas je vais te laisser parler, mais juste des petits points comme par-ci par-là. Tu vois, quand tu dis que il faut parler à son médecin généraliste, il faut pas hésiter à parler. Eh bien souvent les femmes elles n'osent pas parler. Pourquoi? Parce que comme elles sont musulmanes et qu'elles portent l'islam sur elles, parce qu'elles sont voilées, parce que ceci cela, elles ont peur de la critique. Parce qu'elles sont musulmanes. Ouais. Et voilà, donc du regard négatif qu'on va porter sur elles, sur leur religion, et donc beaucoup se taisent et gardent le silence à cause de ça. C'est vrai. Donc là, c'est vrai que ça, c'est un point important déjà vis-à-vis des professionnels de la santé, mais même entre sœurs, entre amis, que ce soit dans une jalsa à la mosquée ou voilà, peu importe au boulot ou quoi. Quand les gens ont des difficultés, notamment on va parler en l'occurrence par rapport aux femmes, quand elles ont des difficultés, elles en parlent très rarement parce que elles se disent personne ne parle de ses problèmes, donc moi je vais pas venir raconter les miens. Et si personne n'en parle, c'est que finalement tout va bien chez les autres. Ou alors si j'ai une copine qui pareil a des problèmes similaires, finalement c'est la galère chez tout le monde. Et donc on reste un peu dans ce tabou ambiant, dans le fait de voilà cette fameuse chouma, donc personne ne parle de sa vie parce que ça se fait pas, parce que voilà, alhamdoulilah t'es marié, regarde il y en a plein qui sont pas mariés, de quoi tu te plains, alhamdoulilah ton mari il travaille, il te bat pas, il boit pas. Mais en fait, on se marie pour des raisons beaucoup plus nobles que ça. On aspire à des choses beaucoup plus grandes que ça. Et donc, on ne reste pas marié que parce que on ne reçoit pas des coups, parce que, enfin, c'est vraiment incohérent et c'est complètement à l'opposé des finalités du mariage en islam. Donc, ça aussi, c'est un point important, c'est qu'avant de se marier, c'est de comprendre les finalités du mariage. Quelle est notre responsabilité dans le mariage en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Et si déjà avant le mariage, quand vous faites connaissance avec un homme, vous lui dites tiens il y a telle lecture qui m'intéresse, ou il y a un séminaire, ou il y a une conférence, et que la personne elle est complètement braquée et qu'elle vous dit non mais écoute moi tout ça c'est du n'importe quoi, tout ça moi j'y crois pas, ce qui compte c'est juste qu'on soit bien avec Dieu et puis c'est tout le reste c'est du blabla. Ça peut vous donner déjà des indices sur le mode de fonctionnement de la personne, sur le fait que c'est pas forcément une personne ouverte à la discussion, c'est pas forcément une personne qui pourrait se remettre en question. Et si d'emblée, ça vous heurte, ça vous met mal à l'aise, mais que vous acceptez en vous disant, c'est le fameux challenge que plein de femmes se sont fixés, je vais le changer, il va changer au fil des années, etc. C'est un leurre. C'est une grande erreur parce que une femme ne change pas un homme. Ça, c'est en fait, il faut bien qu'on se mette ça dans la tête. Une femme ne change pas un homme, et un homme changera quand il l'aura décidé, quand il le voudra, et surtout quand il se remettra en question. Donc, si déjà, avant même, on va dire l'étape du mariage, avant même la fête du mariage, vous voyez que sur des sujets aussi futiles soient-ils, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas, on va dire, la personne elle ne se soucie pas de vous. Ça doit être des warnings en fait. Et ne vous dites pas oui, de toute façon c'est pas grave, tous les hommes sont comme ça. C'est faux. Alhamdoulilah, il y a des hommes qui sont très bienveillants, il y a des hommes qui sont empathiques, il y a des hommes qui savent parler sans élever la voix, il y a des hommes qui se soucient de votre bien-être, il y a des hommes qui ont on va dire à cœur de prendre soin de leur famille, il y a des hommes qui ne vont pas tromper, parce que ça aussi le nombre de femmes que j'ai eu en accompagnement où il y avait déjà une tromperie par exemple pendant la période des fiançailles, et elle se dit non mais de toute façon tous les hommes c'est comme ça, c'est pas si grave, c'était juste une connaissance, il s'est rien passé d'intime entre eux, etc.
Non, mais si déjà avant le mariage, il t'annonce la couleur il te montre que, on va dire, c'est un homme qui s'intéresse à beaucoup d'autres personnes, ne te mets pas en tête que d'office après le mariage, il va changer. Après, tout ce que je dis là, on va dire, qui est dirigé envers les hommes, ça vaut aussi pour les femmes, parce qu'on a beaucoup tendance on va dire, à envoyer des choses très négatives sur la jante masculine, tout comme il y a des bonnes femmes, il y a des bons hommes, tout comme il y a des mauvaises femmes, il y a des mauvais hommes. Après voilà, le changement, bien sûr, il vient uniquement, exclusivement que par la volonté divine, mais on a cette part de responsabilité humaine. Donc si je vous disais avant le mariage, vous voyez pas cette capacité-là chez la personne avec qui vous faites connaissance, fuyez. Enfin, d'abord discutez, mettez le point dessus. Tiens, j'ai l'impression que là-dedans je me suis pas sentie écoutée. Est-ce que c'est juste une impression que je me fais ou est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes? Essayez aussi d'user de l'art et la manière pour faire passer vos messages. Et arrêtons de nous dire non, ça se fait pas si je dis ça comme ça se fait pas si j'aborde le sujet de cette manière, ça se fait pas parce qu'il risque de mal le prendre. À ce moment-là, en fait, c'est là en fait que tout commence. Il y a aussi cette période de fiançailles et ça j'aime beaucoup parce que dans notre séminaire qu'on donne avec Thérapeutique, avec mon collègue Oussama Jamal, on prend le temps de développer aussi cette importance des fiançailles. Enfin, tu vois, d'ailleurs, ça dépend du coup de quelle région est-ce qu'on vient. Mais moi, je sais que, voilà, que d'origine tunisienne, durant la période des fiançailles, les familles, elles vont se côtoyer. C'est-à-dire, la fiancée, elle va avec son père ou sa mère, ses frères et sœurs. Elles vont chez sa famille, du fiancé. Ils vont passer du temps, je sais pas, un repas, une après-midi. Ils vont même aller se balader. Et inversement, le fiancé va aller chez sa fiancée avec sa famille à lui ou tout seul, et l'un et l'autre vont voir justement comment est-ce que l'autre fonctionne au sein de sa famille. Est-ce que c'est une famille qui discute? Est-ce que c'est une famille qui est câlin? Est-ce que c'est une famille qui crie? Est-ce que c'est une famille qui a de l'humour? Est-ce que c'est une famille où chacun met la main à la pâte? Tous ces petits indices on va dire, qui nous donnent déjà un petit avant-goût de ce qui va arriver. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que il y a pas en fait cette connaissance-là. Les personnes aujourd'hui qui vont se marier, elles se fréquentent pendant de longs mois, voire même pas mal d'années parfois. Et puis un jour, elles arrivent en mode voilà, papa, voici un tel, il va venir demander ma main. Et pareil du côté du jeune homme, voici maman et papa, voici la femme que je vais aller demander. Et il y a pas cette entreconnaissance des familles. Et du coup, on croit on se fait une certaine illusion. Et quand on se marie, il y a le choc, on va dire, entre c'est un choc culturel, parce qu'on pense souvent que le choc culturel c'est quand je sais pas moi, une femme maghrébine se marie avec un converti. Non, choc culturel, ça peut être même avec ton cousin qui habite 2 rues plus loin, mais sa culture, son ambiance familiale, c'est pas du tout la même que la tienne. Donc ça, c'est un élément aussi sur lequel il faut vraiment, on va dire, mettre les projecteurs et sur lequel il faut se pencher et prendre en considération et pas se dire c'est pas grave, on va apprendre à se connaître après. Alors, il faut pas tomber dans le truc, dans le schéma où on se fréquente pendant très longtemps, parce qu'aussi, voilà, il y a des ruses là-dedans. C'est que quand on se fréquente pendant très longtemps avant, on est uniquement dans une certaine séduction, on se voit à heure fixe, on va dire pendant un temps limité, on fait attention à ce qu'on se dit, on fait attention à comment on est vêti, voilà, on fait vraiment attention à tout ça. Et donc on voit, nous, on ne dévoile que le bon côté de nous, et l'autre idem. Et donc finalement il y a que du positif. Et à ce moment-là, on est tellement leurré par ces apparences qu'on voit pas tout ce qui va pas. Et puis après, quand on se marie, là il y a vraiment le fameux chasse naturel, il revient au galop. On découvre la personne à l'état brut. Et nous aussi, on redevient à l'état brut. Et si le jeu pendant les fréquentations a été très, on va dire, très mesquin, ou je sais pas comment on peut dire, la découverte après le mariage, elle est très brutale. Et à contrario, il y a des personnes qui se sont pas du tout fréquentées avant le mariage, qui ont voulu faire les choses dans les règles, enfin dans ce qu'ils ont compris être les règles. Ils ne se voient pas, ils ne se parlent pas, ils passent via exclusivement une personne, le père, le frère. Mais je vous assure, alors pour certains ça a fonctionné, je dis pas que ça fonctionne pas, pour certains ça a fonctionné, alhamdoulilah, mais pour d'autres, pareil, c'était tellement protocolaire, c'était tellement voilà,
comment on pourrait dire ça, Adèle? C'était tellement, on va dire, comme des listes. On laisse aucune place aux sentiments, que finalement ils se sont dit voilà, même s'il n'y a pas d'attirance, même s'il n'y a pas de on va dire on ne se plaît pas ou quoi, c'est pas grave. La raison, elle nous invite à nous marier. Et une fois mariés, bah finalement l'attirance, elle n'arrive pas, ils ne se plaisent pas et on n'arrive pas finalement à être amoureux, on n'arrive pas à se lâcher, on n'arrive pas à être nous-mêmes dans cette relation parce qu'on est beaucoup trop sérieux, beaucoup trop dans un cadre on va dire fonctionnel, ouais, exactement, le mot orchestré, c'est un bon mot qu'on nous dit là, trop de rigidité, exactement, et du coup bah on se retrouve avec un couple qui vu d'extérieur est un couple machallah qui fonctionne parfaitement, ils se sont bien trouvés, etc. Mais ça va faire des bons époux sur le papier, mais dans la vie de tous les jours, c'est un couple qui malheureusement est fade, dans lequel ils n'ont pas de plaisir à se retrouver. Et ça, sur du long terme, et ben c'est quelque chose de très usant. C'est des situations où on va voir par exemple des hommes et des femmes s'éteindre complètement, qui n'ont plus goût à être en couple et qui comprennent pas parce qu'ils se disent, enfin, on a fait les choses dans les règles. Mais on a oublié que par exemple même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enjoint au fait de se voir avant le mariage, au fait alors toujours avec respect, pudeur. Dans un cas, je vous dis pas d'aller vous voir dans un bois tout seul en cachette. Enfin, je pense qu'à un moment donné, on est passé d'un extrême à l'autre. Il y a un juste milieu. Après, là aussi, c'est une responsabilité communautaire. On l'a dit, on le répète. C'est par exemple dans nos mosquées. Pourquoi s'il n'y a pas un lieu où on pourrait discuter, avoir des débats, on va dire pouvoir se rencontrer dans un certain cadre. Ben, ça reste un lieu public, sans qu'on ait à le faire en cachette, en catimini, quoi. Donc, à un moment donné, il y a des endroits aussi où il devrait y avoir de la vie communautaire. Avec une bienséance, avec du respect, sauf qu'on a tout barricadé. C'est-à-dire, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, personne se voit, on connaît personne, mais non, pourquoi pas organiser, je sais pas moi, un café débat dans qu'il y ait une cafétéria où on puisse se voir et qu'on arrête de dire oh mince, ces deux-là ils sont en train de se voir et alors pourquoi pas se voir dans une mosquée, enfin où est le mal là-dedans? Et à force d'avoir mis du mal partout, on se retrouve avec des paradoxes, des incohérences où les gens, ils ne se côtoient plus du tout, on va dire quand ils sont jeunes et moins jeunes, et un jour, ils veulent rencontrer quelqu'un, on leur tiens, j'ai le cousin de la voisine d'une amie, on le connaît de nulle part, et tiens, c'est un gars bien, tiens, fais connaissance avec lui, 2-3 fois, on va dire par téléphone où il vient à la maison en présence de limite toute la famille dans le salon. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une authenticité? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait, on va dire, comme bien-être, comme spontanéité? C'est très délicat. Donc, je sais pas toi comment tu te positionnes par rapport à tout ça. Alors déjà, il y a le problème parce que je vois un peu des commentaires passer. C'est pas un live que pour les femmes, c'est pour les femmes et les hommes. Donc c'est pour tout le monde. Donc on ne cible personne en particulier. On est juste là en train de donner des indications, des pistes de savoir-faire, quoi. Ouais. Alors le souci qu'on peut rencontrer chez la femme, par exemple, quand elle envisage de vouloir se marier, donc elle trouve la personne. Le souci, c'est que elle va s'effacer complètement pour pouvoir plaire à l'autre. Donc, qui elle est réellement, la culture qu'elle a eue, l'éducation qu'elle a eue, eh bien, elle va la nier complètement pour épouser comment est le mode de vie de son mari, de sa belle famille. Le problème, c'est que ça peut marcher un temps. À court terme, c'est possible, mais à long terme, c'est pas possible. Et ça va créer des problèmes. Et t'as vu, j'ai sacrifié. Alors que le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être soi-même et d'être soi-même déjà pour pouvoir être à deux avec qui on est. Sinon, à un moment donné, ça va pas être bon. Et
Après que, ouais, les idées sont parties, les idées sont parties. Mais oui, concernant le fait de pouvoir se connaître, de pouvoir discuter, c'est sûr que quand parce que je reçois pas mal de choses qui disent voilà, est-ce que voilà, j'aimerais connaître la personne, mais voilà, il y a mon frère avec moi, avec nous, tous les trois. Oui, mais là, c'est comme tu dis, il n'y a pas de spontanéité et tu peux pas réellement poser les questions que tu veux, tu peux pas dire les choses que tu as envie de dire. Le but, c'est pas de s'isoler, mais d'être dans un endroit où il y a du monde. Ouais, c'est ça, d'être si le frère ou un oncle est présent, il peut être présent, mais loin. Pas être proche à côté pour entendre leur conversation. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est qu'ils apprennent à se connaître, à se poser des questions. Et voilà, c'est sûr que quand les familles se voient aussi, c'est là que tu peux détecter certaines choses, comme tu le dis. Et ça, c'est super important. On peut se retenir un temps, essayer de ne pas montrer sa vraie nature. Mais à un moment donné, il va y avoir des éléments qui vont faire que, on se lâche. Voilà, on se lâche. Et puis, il faut pas oser dire les choses, il faut oser dire les choses. Il faut oser dire, écoute, moi, j'aime pas ça. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas, par exemple, je sais pas, j'aime pas tout faire le ménage. Je sais pas cuisiner. Mais, voilà, j'apprendrai. Mais il y en a beaucoup qui disent, non, je sais tout faire. Je sais faire ci. Parce qu'on a, cette envie de vouloir se marier à tout prix. Et ça, c'est, voilà. Et ça, c'est une erreur. Il y a aussi une erreur, c'est de faire connaissance et de rester à distance. Ouais. Voilà. Et une fois, tu l'as dit, hein, c'est vraiment idéaliser la relation. Et une fois qu'il y a la rencontre, c'est catastrophe. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que quand on se lance dans cette, on va dire dans ce projet de mariage, il faut être clair avec soi. C'est-à-dire que quand on entame une nouvelle rencontre, il faut pas commencer à se dire on va un petit peu batifoler, on va un petit peu discuter, voir où le bon vent nous mène. Il faut dès le départ être droit et droite dans ses bottes et savoir ce qu'on veut. Si on est vraiment dans cette dynamique de mariage, de rencontre sérieuse, cette envie d'engagement, elle doit être pour moi dite dès le départ. On se dit pas oui, on fait connaissance et puis on verra bien quand il sera prêt, quand elle sera prête, on verra si à ce moment-là il le signale ou elle le signale. Parce que là, vous êtes à la merci de l'autre. Et si dès le départ ça fonctionne comme ça, il y a de grandes chances que ça fonctionne comme ça aussi pour la suite. Et on l'a vu, les peurs de l'engagement, elles se font déjà à ce moment-là. Si la personne, elle dit écoute, non, je suis pas prête, non, je me sens pas bien, attends encore un peu, attends après les vacances, attends après l'Eid, attends, etc., etc. On se retrouve avec des fois des personnes qui restent attachées, qui restent en couple, je mets bien des guillemets là-dedans, qui restent en couple pendant des années à attendre que l'autre personne elle se décide. Moi, je voulais dire un truc, Dalia, parce que tu parles souvent de l'importance de l'éducation et donc du rôle des parents dans cette préparation au mariage. J'ai parfois des femmes qui font connaissance contre l'avis de leurs parents. Donc les parents, je sais pas, ont rencontré là, je pense à des cas de femmes notamment, des femmes qui ont rencontré des hommes et par exemple, les papas ont senti que ça n'allait pas, que écoute ma fille, lui ça n'ira pas et tout, mais les filles, par exemple, elles vont batailler, elles vont dire non, je le veux absolument, c'est lui ou rien, papa tu te rends pas compte, pourquoi t'es fermé comme ça, etc., etc. Et des fois t'as des parents qui, on va dire par fierté, vont lancer une phrase qui va être, on va dire, qui va être radicale dans le sens où ils vont dire écoute, ok, mais le jour où t'as un souci, tu viens pas me voir. Tu t'assumes jusqu'au bout. Et du coup, des fois, elles peuvent être très, on va dire, très élancées dans ce projet mariage, et à un moment donné, se rendre compte que finalement, le papa avait raison, ou la maman avait raison. Sauf que elles ont en tête cette parole-là de, voilà, t'assumes jusqu'au bout. Donc, des fois, avant même le mariage, elles se rendent compte que ça va pas, mais il y a eu tellement de négociations, de batailles que elles vont jusqu'au bout des choses. Et si jamais elles s'en sont rendues compte après le mariage, et que ça ne va pas du tout, même des fois dans des cas de violence physique, psychologique, elles ne vont jamais oser se confier à leurs parents. Alors que les parents devraient être ceux qui sont là pour protéger, ceux qui sont là pour conseiller, ceux qui sont là pour accompagner et qui veulent le meilleur pour leur enfant.
Donc là aussi, en tant que parent, faut se rendre compte aussi du poids des mots, même si je sais que parfois quand les enfants, on va dire, veulent faire des mauvais choix, toujours rappeler qu'en tant que parent, on est là pour le bien-être de nos enfants, et que même si là, aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec leur choix, qu'on est toujours là pour leur bien-être. Et ça, c'est pas évident. Alors, il y a aussi, donc là, on parle des femmes, mais on oublie de parler de ces jeunes garçons qui veulent se marier, qui ont choisi, qui ont trouvé la personne avec qui, voilà, ils veulent faire leur vie. Et il y a les parents qui bloquent en disant non, tu te marieras pas avec elle. Tu vas te marier avec ta cousine, tu vas te marier avec un tel. Moi, j'ai un tel à te proposer. Mais il y a une telle pression aussi de leur côté que, eh ben, j'en ai tellement vu de ces jeunes qui ont, que j'ai vu, voilà, vivre des vies qu'ils n'ont pas choisies. Et en fin de compte, ils sont malheureux comme tout. Tout à fait. On leur a imposé des femmes. Ils se sont mariés parce qu'il y a vraiment trop de pression familiale. Ils ont des enfants, mais ils ne sont pas heureux. Tout à fait. Et c'est vraiment, et ça, franchement, faut le reconnaître, faut le dire. Et c'est une réalité. Ça me brise le cœur de les voir. J'en ai vu qui ont grandi avec mon fils. Et en fin de compte, tu les vois, c'est malheureux. Ouais, mais c'est pour ça que cette responsabilité du mariage, donc en tant que parent, on a ce devoir de donner les outils à nos enfants. Après, c'est de les responsabiliser face à leur choix. Même si de prime abord, on pourrait ne pas être d'accord, on peut dire, écoute, moi je suis pas d'accord, mais si toi, t'as fait salat l'estirala, tu te sens bien, t'as pesé le pour et le contre, t'es à l'aise avec cette personne, tu te projettes avec cette personne, vas-y. À un moment donné, considérer son enfant comme une personne adulte aussi, qui est responsable de ses propres choix, et que nous, on reste à ses côtés. Il y avait un commentaire qui disait qu'il y a aussi des hommes justement qui voient des défauts lors des muqabala et qui ferment les yeux dessus. Il y a des défauts sur lesquels il faut fermer les yeux, parce que voilà, à force de chercher la perfection, on se retrouve avec des personnes qui ont un certain âge et qui ne sont toujours pas mariées parce qu'elles cherchent justement cette perfection. Mais à côté de ça, il y a des défauts qui, si vraiment pour vous sont des choses inacceptables, insupportables, voire qui provoquent même du dégoût chez vous, il faut pas laisser passer en se disant ok, je vais quand même pas faire ma difficile ou mon difficile, parce que finalement vous allez vivre avec cette personne. Donc effectivement, il y a des choses vraiment avant le mariage qui sont détectables. Donc faut pas tout laisser passer juste parce que allez, si je refuse, on va encore me prendre pour celle ou celui qui fait la difficile ou le difficile. À un moment donné, chacun est, je l'ai dit, je l'aurais dit, chacun est responsable de ses choix. Donc juste faites des choix en pleine conscience. Ni pour répondre exclusivement aux besoins de vos parents, ou pour répondre aux besoins de vos amis, ou parce que vous voulez vous marier comme les cousins cousines qui se sont mariés. Cette pression sociale aussi, elle fait faire des choix beaucoup trop rapides. Et c'est pour ça, quand on est dans ce processus de rencontre, il y a une phase où tu vois, on devient un peu irraisonné, tu vois, on peut plus nous raisonner. Même si on nous dit, écoute, non, franchement, je te conseille de réfléchir, j'ai remarqué ça chez lui ou chez elle. En fait, il y a une phase où on n'entend plus, on n'écoute plus, parce que on est aveuglé par cette passion, parce qu'on a vraiment envie d'aller plus loin, et on s'est dit, ça a tellement été difficile de trouver quelqu'un que maintenant que j'ai trouvé, je dois pas lâcher. Donc voilà, il y a vraiment, je pense, de vraiment apprendre à faire un choix en pleine conscience, et avant de se lancer dans cette étape du mariage, de se dire vraiment, voilà, comment est-ce que je fonctionne, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je recherche, et aussi, parce qu'on pointe souvent du doigt les autres en disant, oui, je cherche tel profil, mais moi, quel profil est-ce que je suis, quelle plus-value est-ce que je suis dans un futur mariage. Et ça aussi, c'est de pouvoir faire vraiment un travail sur sa propre personne, et c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend au sein de nos familles. C'est vrai. Alors, il y a aussi le cas du fait de discuter de l'éducation que l'on veut, de l'orientation éducative que l'on veut pour nos futurs enfants. Et ça n'est pas discuté avant. Ce qui fait que il y a des couples qui se retrouvent ensuite, avec des problèmes dans le fait, voilà, j'ai envie d'éduquer mon enfant à la dure. L'autre va dire, je veux éduquer mon enfant de manière bienveillante. Et donc, il y a des conflits et vraiment, ça pose des problèmes. Il y a aussi les femmes qui se marient, donc elles se marient, et en fin de compte, elles vont dire, j'ai tout fait, j'ai choisi les critères qui sont bons, au départ il était bien, et voilà, et en fin de compte, il s'est avéré que c'était pas la bonne personne, et que voilà, je suis dans des difficultés, des problèmes, j'ai tout fait, et maintenant je fais quoi?
je patiente et je fais quoi? Eh bien, il n'a pas tenu ses engagements. Comment on fait? Eh bien, il faut pas oublier, hein, on a tendance à oublier de lier tous les aspects de notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'on oubliera de toujours lier notre vie quotidienne à Allah, eh ben c'est sûr qu'on va se tromper de route et c'est sûr qu'on sera déçu, qu'on sera malheureux. Et à chaque étape de nos recherches pour se marier, dans notre vie commune, dans les difficultés qu'on rencontre, on doit jamais oublier d'invoquer, de demander, de prier et tout le temps d'être dans cette démarche. Ensuite, si l'autre ne respecte pas, on n'oublie pas qu'Allah voit et il entend. Et donc, à un moment donné, on se retrouve face à un mur, on ne sait plus quoi faire, mais lui, il est là, il voit, il entend. Donc voilà, faut jamais se dire, voilà, je suis face à un mur. Et ensuite, quand vous confiez à Allah, que vous demandez à Allah, Allah vous apporte la solution de toute façon et la facilité. Exactement. C'est vrai que ce travail spirituel, c'est quelque chose qui fait défaut à pas mal en fait de couples parce que on va chercher des solutions dans des choses matérielles, dans des choses actuelles, très très modernes et on oublie finalement l'essentiel. Et c'est pour ça quand on dit que on s'est marié pour accomplir la moitié de la foi, en fait dans le quotidien on se rend compte que il y a certains couples qui sont vidés de tout lien spirituel et c'est pour ça qu'on dit que le mariage c'est la moitié de la foi aussi parce que le mariage est là pour nous aider à nous bonifier, pour nous rendre meilleurs et que l'autre il va venir appuyer là où ça fait mal, il va venir nous dire écoute ça j'aime pas, ça tu devrais corriger, je pensais pas ça de toi, ça c'est tu devrais arrêter ou tu devrais te mettre à faire ça. Encore une fois, autant pour les hommes que pour les femmes. Et ça c'est pas parce qu'il y a une pratique religieuse qu'il y a une connexion spirituelle. Les gens ont beaucoup, on va dire, dissocié les deux et fait, on va dire, l'erreur de se dire, ok, c'est quelqu'un de pieux, mais la piété, on sait pas la mesurer en fait. En tout cas, si quelqu'un a un outil pour mesurer la piété, qui me le dise, on sait pas mesurer la piété. Donc, ça peut être quelqu'un de très pratiquant, mais pour autant, quelqu'un qui n'a pas de remise en question, quelqu'un qui ne veut pas parler, quelqu'un qui n'est pas dans le partage, quelqu'un qui n'est pas dans la douceur, etc., etc. Donc, ça aussi, ça fait partie de qualités qui sont tout à fait nobles à rechercher et tout à fait légitimes. Parce que parfois, s'il y a un discours de « oui, mais alhamdoulilah, comme je disais tout à l'heure, c'est un bosseur, il prie, vous avez des enfants, de quoi tu te plains ?» Mais en fait, il y a autre chose, il y a aussi cet éveil spirituel qui est recherché. Et ça, il faut vraiment pas hésiter à en parler déjà avant le mariage. Et c'est pour ça que ce travail-là, normalement, il devrait déjà pas forcément être fait parce que voilà, c'est un travail de toute une vie, mais en tout cas, bien être entamé. Il y a un autre point que je voulais parler, donc ça c'est plutôt ma casquette de sexologue, c'est toute cette préparation à la vie intime. Un sujet hyper tabou pour beaucoup et pas exclusivement chez nous, parce que j'entends souvent ouais mais chez nous, non, chez nous c'est chez tout le monde en fait, toute communauté confondue. Il y a très peu, voire pas du tout de préparation à la vie intime, à la vie sexuelle, parce que tabou, parce que ça se fait pas, parce que on découvrira bien. En fait, il faut comprendre qu'on soit un homme ou une femme, la vie sexuelle, c'est pas genre on est en mode off toute notre vie et le jour où on se marie, hop, l'interrupteur il est sur on et comme par magie, tout se passe hyper bien, on est à l'aise, on prend du plaisir, on donne du plaisir et tout roule. C'est pas du tout comme ça en fait. Il faut comprendre que la vie intime c'est quelque chose qui se prépare, quelque chose déjà avec lequel on doit être à l'aise personnellement et on peut en parler. Alors là, il y aura plein de commentaires, mais on peut en parler avant le mariage, sans forcément être vulgaire. On peut en parler déjà dans rien que, est-ce que tu as des envies d'enfants? Est-ce que c'est sur du court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que on a réfléchi aux moyens de contraception? Et après, par exemple, il y a des fois des femmes qui me en accompagnement qui me disent oui, je fais connaissance avec quelqu'un, mais il me parle déjà de position sexuelle. Enfin, on parle pas comme ça avant le mariage, subhanallah. On parle pas de j'ai rêvé de toi comme ça ou j'ai envie de ça ou à un moment donné il y a un certain respect à avoir. Il faut pas confondre on va dire enlever les tabous et enlever la pudeur. On peut tout à fait parler de sexualité en restant pudique et sans devenir justement axé sur la sexualité à tout va. Donc si avant le mariage déjà quand vous faites connaissance il y a plein d'allusions sexuelles, des choses qui vous mettent mal à l'aise, faites-le savoir. Alors peut-être que c'est une personne à qui on n'avait jamais fait la remarque, qui pensait pas mal faire, à qui on n'a pas appris les règles de bienséance, et franchement ça existe, hein.
Et donc là, bah, c'est une nasiha que vous allez pouvoir lui faire en disant, voilà, écoute, je trouve ça déplacé, je ne suis pas à l'aise quand tu me parles comme ça. Est-ce que tu trouves normal de parler de cette manière, etc. Et pour ça, je vous conseille justement le livre de Amira Nassi, le manuel du couple. Après, il y en a d'autres qui existent. Un livre que vous pouvez chacun lire et vous pouvez en discuter brièvement quand vous êtes fiancés. Et c'est vraiment voilà en parler en tout bien, tout honneur. Mais s'il y a des choses vraiment qui vous mettent mal à l'aise à ce moment-là, mais en fait arrêtez, coupez court. Parce que ce serait pas anodin que par la suite ce soit une personne qui soit très axée sur la sexualité. Donc si vous êtes très axé sur la sexualité, bah pour la suite, j'ai envie de vous dire amusez-vous et ce sera génial une fois mariés. Mais avant le mariage, alors là je vois des messages de les hommes sont sans tabou. Non, il y a des hommes qui sont très respectueux, très respectables et qui ne vont jamais aborder la question de la sexualité de cette manière-ci avant le mariage. Donc après il faut voir aussi quels sont les hommes qui rentrent en contact avec vous, mais si c'est une personne recommandée par quelqu'un de la famille ou par des collègues ou par des amis, en règle générale il y aura un certain respect, un certain cadre qui sera maintenu. Donc, il y en a un qui a commenté en disant comment est-ce qu'on pourrait parler de sexualité avec la future avec laquelle on aimerait se marier, Bah, j'ai dit par exemple de parler de voilà est-ce qu'il y a des projets d'enfants, est-ce que on peut se poser la question du coup du choix de contraception, et là si la personne dit écoute moi ça me concerne pas, ça tu y penses toute seule, là se dire est-ce que du coup pour toi est-ce que la contraception c'est une question exclusivement féminine, donc est-ce que les questions liées à l'intimité ce seraient des questions exclusivement féminines, donc si un jour on a un souci à ce niveau-là, est-ce que pour toi déjà est-ce que c'est envisageable d'avoir des soucis, parce que pour certains c'est non, d'office ça va marcher. Est-ce que s'il y a un souci, on peut déjà rien qu'en discuter ensemble? Est-ce que pour toi un couple peut discuter de sexualité? Après c'est il y a on va dire quelques dizaines d'années, c'est pas si loin que ça, il y a même jusqu'à 20 ans je pense en France, c'est dans les années 95 je pense, 95 pour les Belges, il y avait un bilan de santé qu'on faisait avant de se marier, où on allait juste en médecin généraliste, on faisait une prise de sang, un bilan MST. Parce que par exemple il y a des personnes qui vont dire oui j'ai pas envie de dévoiler mon passé, ça reste dans le passé, c'est mon jardin secret, etc. Et j'ai fait taouba et voilà maintenant j'ai fait un travail, je suis bien. Ok, sauf que ce travail spirituel il est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que si jamais il y a des conséquences biologiques, physiques, eh bien si on se marie ça va avoir des conséquences aussi sur moi, sur ma propre santé. Donc il y en a qui vont dire mais moi jamais je vais oser demander un bilan MST avant le mariage. Mais après à vous de voir aussi jusqu'à quel point vous êtes à l'aise avec le sujet, et si vous n'osez pas le demander avant le mariage, il faudra assumer que peut-être Allah qu'il y ait des soucis par la suite. Ça c'est une question hyper délicate, mais aujourd'hui parce qu'encore une fois il n'y a pas cette préparation au mariage, les gens on va dire prennent tout avec des pincettes et sont très mal à l'aise avec ça, et du coup pendant qu'ils vont faire connaissance avant le mariage, vont développer le sujet développer tous les sujets de manière très superficielle, sans rentrer dans des questions plus sérieuses, plus profondes, parce que ils ne veulent pas être catalogués d'eux, parce qu'ils veulent pas froisser l'autre, parce qu'ils veulent pas être rejetés, parce que ils veulent pas passer pour une femme qui pense déjà à ça ou un homme qui pense déjà à ça. Mais on peut tout à fait parler de certains sujets avec respect et pudeur, sans mettre mal à l'aise l'autre, et si jamais on sent qu'il y a un malaise avec l'autre, dire écoute c'était pas du tout mon intention, est-ce que tu veux qu'on en parle plus tard, est-ce que tu veux, en tout cas sache que pour moi c'est un sujet qui est important, parce que oui aujourd'hui les gens ont des soucis dans leur couple à cause des problèmes sexuels. À un moment donné il faut arrêter de faire comme si ce n'était pas vrai, c'est une réalité. Oui, il y a aussi le fait il y a des femmes qui disent moi j'ose pas aller vers lui, Chouma, non, c'est ton mari, c'est pour ça que vous êtes mariés. Ouais, donc oui, si lui il vient pas, peut-être qu'il n'ose pas parce que il te voit fatigué, il te voit submergé, il te voit, tu vas bientôt être en burn-out, mais si tu lui parles pas, si tu communiques pas, si tu vas pas vers lui, oui là il y a un problème.
faut, la base vraiment du coup, c'est vraiment la communication, le dialogue. Et tout dépend de la manière dont on va parler avec son conjoint. Exactement. Exactement. Alors après voilà, il y a encore pas mal de sujets à aborder sur la préparation de mariage, mais vraiment si vous avez l'occasion de lire, d'assister à des ateliers, d'assister à des conférences, enfin nous ici là, Inch'Allah, ce week-end on a un week-end de préparation de mariage. Franchement c'est le cadeau à vous faire ou à faire à des proches qui vont. Est-ce que s'il y a un souci, on peut déjà rien qu'en discuter ensemble. Est-ce que pour toi un couple peut discuter de sexualité? Après c'est il y a on va dire quelques dizaines d'années, c'est pas si loin que ça, il y a même jusqu'à 20 ans je pense en France, c'est dans les années 95 je pense, 95 pour les Belges, il y avait un bilan de santé qu'on faisait avant de se marier, où on allait juste en médecin généraliste, on faisait une prise de sang, un bilan MST, parce que par exemple il y a des personnes qui vont dire oui, j'ai pas envie de dévoiler mon passé, ça reste dans le passé, c'est mon jardin secret, etc. Et j'ai fait Taouba et voilà, maintenant j'ai fait un travail, je suis bien. Ok, sauf que ce travail spirituel, il est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que si jamais il y a des conséquences biologiques, physiques, eh bien si on se marie, ça va avoir des conséquences aussi sur moi, sur ma propre santé. Donc il y en a qui vont dire mais moi jamais je vais oser demander un bilan MST avant le mariage. Mais après à vous de voir aussi jusqu'à quel point vous êtes à l'aise avec le sujet, et si vous n'osez pas le demander avant le mariage, eh ben il faudra assumer que peut-être Allah qu'il y ait des soucis par la suite. Ça c'est une question hyper délicate, mais aujourd'hui parce qu'encore une fois il n'y a pas cette préparation au mariage, les gens on va dire prennent tout avec des pincettes et sont très mal à l'aise avec ça, et du coup pendant qu'ils vont faire connaissance avant le mariage, vont développer le sujet développer tous les sujets de manière très superficielle, sans rentrer dans des questions plus sérieuses, plus profondes, parce que ils ne veulent pas être catalogués d'eux, parce qu'ils veulent pas froisser l'autre, parce qu'ils veulent pas être rejetés, parce que ils veulent pas passer pour une femme qui pense déjà à ça ou un homme qui pense déjà à ça. Mais on peut tout à fait parler de certains sujets avec respect et pudeur, sans mettre mal à l'aise l'autre, et si jamais on sent qu'il y a un malaise avec l'autre, dire écoute, c'était pas du tout mon intention, est-ce que tu veux qu'on en parle plus tard, est-ce que tu veux, en tout cas sache que pour moi c'est un sujet qui est important, parce que oui, aujourd'hui les gens ont des soucis dans leur couple à cause des problèmes sexuels. À un moment donné il faut arrêter de faire comme si ce n'était pas vrai, c'est une réalité. Oui, il y a aussi le fait il y a des femmes qui disent moi j'ose pas aller vers lui, Chouma, non, c'est ton mari, c'est pour ça que vous êtes mariés. Ouais, donc oui, si lui il vient pas, peut-être qu'il n'ose pas parce que il te voit fatigué, il te voit submergé, il te voit, tu vas bientôt être en burn-out, mais si tu lui parles pas, si tu communiques pas, si tu vas pas vers lui, oui, là il y a un problème. La base vraiment du coup, c'est vraiment la communication, le dialogue. Et tout dépend de la manière dont on va parler avec son conjoint. Exactement. Exactement. Alors après voilà, il y a encore pas mal de sujets à aborder sur la préparation de mariage, mais vraiment si vous avez l'occasion de lire, d'assister à des ateliers, d'assister à des conférences, enfin nous ici là, Inch'Allah, ce week-end on a un week-end de préparation de mariage. Franchement c'est le cadeau à vous faire ou à faire à des proches qui vont se marier, plutôt que c'est bien aussi, offrez aussi d'autres choses, offrez des coffrets de parfums, offrez ce que vous voulez, mais vraiment cette formation là pour moi c'est un cadeau qu'on devrait se faire pour déjà se pencher plus sur le sujet et arriver outillé dans une vie à deux, sans on va dire arriver et être pris au dépourvu et se dire je m'attendais pas du tout à ça, je savais pas que ça allait être comme ça, comprendre qu'un homme il va penser différemment, qu'une femme va penser différemment, que c'est pas parce que c'est une femme qu'elle va forcément penser et réfléchir comme ta propre sœur ou comme ta propre mère, que c'est différent et que les choses elles sont pas figées. Donc tu veux qu'on arrête? Parce que je veux qu'on arrête. Je pense que mon bébé veut qu'on arrête, oui. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. On va s'arrêter, ouais, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.